Donc ici, en fait, je vais me poser comme question par rapport au centre d'une fleur. Je pose une première graine et l'idée, ça va être où dois-je poser la seconde graine, de comment je vais tourner autour du centre de cette fleur, quel angle je vais faire. Parce qu'en fait, si on ne tourne pas, les graines en fait vont tout simplement s'empiler et on n'a jamais aucune fleur qui n'a que les graines sur une seule ligne. Normalement, elles sont réparties tout autour du centre de la fleur. Donc la première question, c'est de se dire par rapport au centre d'une fleur, si j'ai une première graine, où je place la seconde graine, à quel endroit, et donc suivant quel angle. Sachant que quand je poserai ma troisième graine, je devrais faire exactement le même angle, puisque c'est un processus qui va se répéter continuellement. Et c'est cet angle-là qui nous intéresse. Donc on peut déjà faire quelques tests, par exemple. Si je fais à chaque fois, par exemple, un demi-tour, je vais me mettre, j'aurai une première graine ici, puis la deuxième ici, puis la troisième ici, puis la quatrième ici, puis la cinquième ici, etc. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui n'est pas du tout optimal, puisque je me retrouve avec des lignes de graines et qui ne sont pas du tout réparties tout autour du centre de la fleur. Donc ça va être cette question-là qu'on va se poser. Alors j'ai fait un programme, et à l'aide de ce programme-là, on va voir comment justement celui-ci va nous permettre de comprendre pourquoi c'est phi qui intervient là-dedans. Donc ici, je me retrouve avec mon programme que je vous fournirai en lien en dessous de la vidéo. Donc ici, j'ai le centre de ma fleur. J'ai mis ici un tour complet. Donc ce qui revient en fait à faire 0 tour tout simplement. Et si je fais évoluer le nombre de graines, on voit que ça va faire partir. Ça va partir sur le côté tout simplement, petit à petit, continuellement par rapport au centre de la fleur. Donc c'est pas du tout optimal. Si je mets de faire un demi-tour, on va voir ici que ça va justement aller de part et d'autre du centre de ma fleur. Alors que si on repart au milieu, je vois bien ici que ça évolue de part et d'autre. Donc exactement comme j'avais fait sur le dessin. Donc on pourrait se poser des questions, peut-être qu'en faisant un tiers par exemple, un tiers de tour à chaque fois. Un tiers de tour, on va se retrouver encore avec des lignes, donc cette fois-ci 3 lignes, puisque à chaque fois, je fais un tiers de tour, et donc je vais faire au bout de 3 graines, faire un tour complet, et donc ça va s'empiler. Donc on pourrait se dire, peut-être qu'en faisant un cinquième, je vais en retrouver 5 branches, un sixième, 6 branches, un septième, 7 branches, etc. Et donc on s'aperçoit ici en fait qu'à partir du moment où je prends un nombre rationnel, je me retrouve avec une configuration avec des branches, et c'est donc quelque chose qui n'est pas du tout optimal, c'est pas quelque chose, on a de l'espace entre des graines, donc c'est pas quelque chose pour laquelle la nature va tendre, puisque la nature a horreur de l'espace, a horreur du vide, et donc là on se retrouve coincé. Donc on sait pertinemment déjà que l'angle qu'on doit faire entre 2 graines successives ne peut pas être rationnel. Donc on pourrait penser justement à l'inverse des nombres irrationnels. Donc le premier nombre irrationnel qui nous vient, c'est par exemple le nombre pi. Alors je vais mettre le nombre pi, puisque c'est le premier angle, le premier nombre qui nous vient. Et si je mets le nombre pi, on se retrouve aussi avec une configuration en branches. Ce qui paraît surprenant, puisque notre première hypothèse de départ, c'était de se dire, si j'ai un nombre rationnel, j'ai forcément des branches. Alors en fait, cette explication, elle tient du fait que pi est très proche d'une fraction. Donc là, je vais revenir sur le papier pour vous expliquer en quoi le nombre pi est très proche d'une fraction. Alors, si on revient à la valeur du nombre pi, pi c'est environ 3,1415,9. Et donc là, je vais utiliser ma calculatrice et je vais faire ce qu'on appelle un développement de pi en fraction continue. 3,1415,9, je peux l'exprimer comme 3 plus 0,1415,9. En gros, je sépare la partie entière de la partie décimale. Voilà. Ce qui va me donner
3 plus, et le 0,14, 15,9, je vais l'exprimer comme une fraction ayant comme numérateur 1. Donc il suffit en fait de faire l'inverse de ce nombre-là, et d'écrire 1 sur, et j'écris ici l'inverse du nombre 0,14, 15,9. En faisant ça à la calculatrice, on va trouver 7,062513. « 292,6346. Je vais continuer une dernière fois. Donc 3 plus 1 sur 7 plus 1 sur 15 plus 1 sur 1 plus 1 sur 292 plus 0,6346. Voilà. Donc le développement en fraction continue, le début, on l'a ici, donc c'est 3, 7, 15, 1, 292. Et en fait on va remarquer ici que sur ce développement en fraction continue, on se retrouve à un moment avec une fraction ici, 1 sur 292, qui est donc extrêmement petite puisque le dénominateur de la fraction est extrêmement grand. Donc ça veut dire que ce nombre-là, ici, 1 sur 292 plus 0,6 et des brouettes, c'est un nombre qui est extrêmement proche de 0. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai une approximation de pi qui est environ, grâce à ce développement en fraction continue, est égale à ça. J'ai négligé ce nombre-là, puisqu'il est extrêmement petit, et je me retrouve avec cette fraction-là. Et en faisant le calcul de cette fraction-là, donc je vais le faire tout de suite sur la calculatrice, donc 3 plus 1 sur 7 plus 1 sur 15 plus 1 sur 1, j'aurais pu directement au lieu de mettre 15, mettre 16. Et donc je me retrouve avec la fraction 355 sur 113. Et en fait, grâce au fait que cette fraction-là soit extrêmement petite, je suis en fait face ici à une approximation de pi qui est extrêmement proche. Le nombre pi, qui est irrationnel, est extrêmement proche de cette fraction. Et donc je vais revenir ici à ma simulation, et au lieu de mettre le nombre pi, ici, je vais mettre, et on va voir la légère différence, quasi nulle, je vais mettre la fraction 355 sur 113. Ça n'a rien changé. Et c'est en ça que le nombre pi, en fait, comme il est extrêmement proche de cette fraction-là, eh ben, la fleur ici, simulée, réagit comme si en fait on avait mis un nombre rationnel. Donc on pourrait se dire, en fait, il faudrait un nombre irrationnel qui soit très éloigné des nombres rationnels. En fait, là, ici, pi est un nombre irrationnel, mais qui est très proche d'un nombre rationnel. Il faudrait en fait prendre le nombre irrationnel le plus irrationnel qui soit. Alors, on pourrait tester plein d'autres nombres irrationnels, mais en fait, on va se servir ici justement de la décomposition en fraction continue pour justement créer un nombre irrationnel. On a vu ici en fait que pour le nombre pi, c'était le fait de voir apparaître dans la décomposition en fraction continue le nombre 292, donc un nombre très grand, qui a fait qu'on se trouvait très proche d'une fraction, très proche d'un nombre rationnel. Et bien moi, je vais construire mon nombre en mettant que des 1. Comme ça, j'aurai des nombres les plus petits qui soient, puisque c'est forcément une partie entière et c'est le plus petit entier positif que j'ai. Et donc, je vais ne mettre que des 1, que des successions de 1. C'est-à-dire que mon nombre, que je vais appeler alpha, par exemple, que je vais créer, je vais lui donner comme décomposition en fraction continue 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus etc. Je vais lui donner une décomposition en fraction continue composée que de 1.
puisqu'ici j'aurai à chaque fois les plus petits nombres possibles que je peux mettre, je serai forcément le plus éloigné possible de mes nombres rationnels. Et donc il va falloir déterminer c'est quoi ce nombre. Quel est ce nombre? Alors ce nombre, il a une particularité assez marrante, c'est qu'en fait, je le retrouve ici. C'est ce même nombre alpha ici. Et ici, je retrouve bien 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, etc. C'est-à-dire que mon nombre alpha, il est égal à 1 plus 1 sur alpha. Ce nombre positif, donc je vais pouvoir tout multiplier par alpha des deux côtés de mon égalité, et donc je vais me retrouver avec alpha carré qui est égal à alpha plus 1. Si je multiplie chaque côté de mon égalité par alpha. Et là en fait je me retrouve avec une équation du second degré que je peux résoudre et que je sais résoudre. Donc mon équation du second degré, qui est équivalente à celle-ci, c'est que alpha carré moins alpha moins 1 est égal à 0. Et si je résous cette équation du second degré, je me retrouve avec deux solutions qu'on est capable de connaître. Alors pour cela, il suffit de calculer le discriminant de cette équation du second degré, b carré moins 4ac. Donc ici, mon nombre b c'est donc moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui me donne 5. Donc mon discriminant vaut 5. Ma première solution, c'est donc moins b, donc 1, plus racine de 5, puisque c'est mon discriminant, sur 2a, donc sur 2. Et ma deuxième solution, c'est donc 1 moins racine de 5 sur 2. Et en fait, on se rend compte ici que cette première solution que j'ai trouvée, en fait, c'est un nombre qu'on connaît bien, puisque ça, c'est le nombre phi. C'est-à-dire que le nombre d'or, ou le nombre phi, 1 plus racine de 5 sur 2, si je le mets ici dans ma simulation, va me faire quelque chose de correct et va me répartir de manière homogène mes graines. Et voilà, je me retrouve ici sans branches qui apparaissent et on se retrouve avec une configuration où on retrouve les graines de tournesol par exemple. Et donc, en utilisant le plus irrationnel nombre que j'ai bien une disposition des graines qui est similaire à celle de la nature. Et voilà, c'est QFD.